Bonjour à tous et merci d'être dans cette émission Point de vue sur Zéphyr. Nous recevons aujourd'hui deux invités. D'abord Madame Delphine Marie Balakende, qui est la responsable des ressortissants de la COSA au Liban. Elle a un autre titre, organisatrice chargée de discipline de l'association Solidarité Togolais au Liban. Et puis ensuite Monsieur Gérard Akoumé, qui est le secrétaire général et porte-parole du parti politique Les Démocrates. Et puis le confrère Yves Gallet, directeur d'application du journal Symphonie, qui m'accompagne dans cette émission. Laurent Lorenzo manipule la console. Moi je m'appelle Mathieu Mozo. Merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. On va dire bonjour d'abord à nos invités. Madame, d'abord c'est honneur, on va dire la galanterie. Il faut que nous soyons galants. On va donner d'abord la parole à la dame. Madame Delphine Marie Balakende, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes responsable des ressortissants de la COSA au Liban. On va justement parler des conditions de vie des filles togolaises là-bas. Yves Gallet, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers auditeurs et auditrices de Zéphyr. Directeur de publication du journal Symphonie, merci à vous d'être là. Et puis, Monsieur Gérard Akoumé, secrétaire général et porte-parole du Parti Les Démocrates, bonjour à vous. Bonjour aussi aux auditeurs de Zéphyr. Merci, vous allez bien, ça va? Un peu amoché, mais je tiens donc. D'accord. Oui. Voilà, on rend grâce à Dieu pour cela. Premier sujet de cette émission, la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies se déroule cette semaine à New York aux États-Unis. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est sur rendez-vous. Notre confrère Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, fait partie de la délégation officielle du Togo. Il a bien accepté faire une liaison dans cette émission. Nous allons lui poser deux, trois questions avant de revenir en studio. Germain Pouli, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les auditeurs de Zéphyr. Zéphyr qui a des auditeurs donc un peu partout à travers le monde. Vous êtes directeur de publication du journal Togo Réveil, vous êtes de la délégation officielle du Togo à la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis. De quoi il est question au cours de cette Assemblée générale? Nous sommes au siège des Nations Unies à New York, capitale du monde en ce moment, où s'est ouverte depuis le 17 septembre la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une session qui, vous le savez, cette année a pour thème dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. Un thème qui est aujourd'hui un enjeu majeur dans la mission de l'ONU qui a été créée pour restaurer ou maintenir donc la paix à travers le monde, et la paix ne pourra se faire sans le développement. Et vous comprenez donc l'importance de ce thème-là, que l'élimination de la pauvreté, l'éducation fait reculer les frontières de l'ignorance et donc permet de renforcer la paix, et puis l'action climatique qui est aujourd'hui une grande préoccupation mondiale, ainsi que l'inclusion financière, parce qu'il faut étendre donc tous ces services-là à toute la population. Et la participation togolaise, vous le savez aussi, se fait par la présence effective du chef de l'État qui est arrivé depuis quelques jours à New York et qui a ici un calendrier très chargé et sur lequel nous allons revenir. Oui, allons-y. Quelles sont les activités du chef de l'État là-bas? Vous savez, le chef de l'État est arrivé pratiquement à la fin donc du week-end pour l'ouverture du grand débat annuel qui a eu lieu donc hier matin, occasion qui permet à tous les chefs de l'État, à tous les chefs de gouvernement de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre des questions d'ordre mondial, ce qui a été fait hier. Le chef de l'État, comme je le disais un peu plus haut, veut placer cette visite-là sous le signe aussi du développement. Vous savez qu'il a mis donc en œuvre dans notre pays depuis 2018 le plan national de développement. Il a commencé à amener des partenaires et de soutien à la réalisation donc de ce PND. Aujourd'hui même, le chef de l'État va rencontrer le patron du PNUD, le PNUD qui est assez présent au Togo, vous le savez, qui agit dans le domaine du volontariat, où le Togo est d'ailleurs le pays pilote au monde et qui a donc réussi cette approche-là qui permet
aux jeunes donc de se mettre au service de leur nation, d'avoir déjà les arguments pour avoir un emploi un peu plus tard. Et donc cette expérience sera l'objet des échanges avec le patron de PNUD. Et aujourd'hui, la rencontre aussi très importante est celle-là que le chef de l'État va avoir avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Togo, qui joue un rôle central dans le maintien de la paix. Et ces questions-là reviendront au centre des discussions. Les questions de développement, évidemment, seront au menu. Mais au-delà donc des instances onusiennes, le chef de l'État rencontre donc des partenaires des autres pays. Nous avons ici à New York 193 pays. En ce moment, nous avons plusieurs institutions qui sont là. Le chef de l'État, dès lundi déjà, a participé à 2 sommets très importants. Premier sommet sur l'action climatique, et le Togo est effectivement engagé dans la protection de l'environnement avec les énergies renouvelables, où le Togo aussi est un pays pilote en matière d'électrification à partir des énergies renouvelables. Les centrales solaires sont en train d'être implantées un peu partout au Togo. Il y a aussi cette rencontre-là initiée par le président Donald Trump, à laquelle le président a pris part, sur la liberté de religion. Aujourd'hui, d'autres sommets auront lieu, notamment sur la couverture universelle, l'assurance maladie universelle, qui fait partie d'un des débats. La politique togolaise dans le domaine, c'est atteindre l'extension de la couverture sociale à toutes les couches. L'UNAM est très actif, ça concerne les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, il s'agit donc de toucher tous les pans de la société togolaise, de passer jusqu'au secteur informel. Puis ce même lundi, un peu en marge donc de la session, il y a eu donc ce grand événement dans le mythique quartier Harlem des États-Unis, où a été inauguré officiellement le Africa Center, qui est aujourd'hui une plateforme ici à New York qui va valoriser l'Afrique, qui va permettre des échanges commerciaux, des échanges culturels, qui veut montrer notre visage donc de l'Afrique. Ce sont 3 milliardaires qui sont derrière cette initiative. Il y a le milliardaire africain Aliko Dangote, le milliardaire anglais d'origine soudanaise Mo Ibrahim, et puis le milliardaire américain Bill Gates, le chef de l'État togolais, ainsi que le président du Ghana et puis le président donc de la Banque africaine de développement, qui étaient donc les principaux invités d'honneur donc à l'ouverture officielle du Africa Center. Calendrier donc très chargé pour le chef de l'État, qui va rencontrer aussi de grands acteurs du secteur privé. Vous le savez, le PND est à 65% financé par le secteur privé. Il faut aller les chercher. Le chef de l'État donc profite de son séjour new-yorkais pour rallier tous ces soutiens-là qui vont apporter les investissements nécessaires donc à la réalisation du PND au Togo. Comme je dis, Germain, ce sont les retombées de tous ces contacts qui intéressent les Togolais. Quelles peuvent être ces retombées? C'est un voyage assez particulier cette année, où le chef de l'État, au niveau diplomatique, essaie donc de renforcer la présence togolaise sur l'échiquier diplomatique mondial, mais surtout dans le domaine de la coopération avec les autres pays. Donc les dirigeants qui n'ont pas l'habitude de se voir, en ce moment, ils sont tous présents et ils vont profiter donc pour nouer des relations de coopération. Pour le Togo, ça va être véritablement, en ce qui concerne le développement, le PND qui a besoin de partenaires et donc pour lesquels le chef de l'État s'active en ce moment. Belle coïncidence, si on peut le dire, rejoindre le thème choisi par l'ONU pour cette 63e session des Nations Unies, qui est dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, de l'éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. Le président de cette assemblée générale, le Nigérian Tidjani Mohamed Bandé, a mis un accent en particulier hier sur les échanges d'expériences entre pays, s'agissant surtout donc de la réalisation des objectifs de développement. Les retombées sont réelles. Le chef de l'État court beaucoup aux États-Unis avec plusieurs rencontres, et sûr et certain dans les prochains mois, on verra des actions concrètes issues de cet agenda assez dense, donc de ces rencontres multiples effectuées par le chef de l'État ici à New York. Germain, merci beaucoup pour cette liaison. À très bientôt.
Merci Mathieu Mouzou, merci à tous les auditeurs de Zéphyr. Bien, voilà notre confrère Germain Poulet depuis les États-Unis. Il vous revient dans ce studio. Vous avez certainement un commentaire sur cette rencontre internationale et peut-être sur la présence du Togo à cette rencontre. Oui, moi, ce qui me paraît le plus important, c'est l'opportunité qui est offerte aux États de multiplier les rencontres bilatérales dans les coulisses, parce que ce qui est fait médiatiquement, vous savez qu'il y a beaucoup de critiques qui pleuvent sur l'ONU, et l'Assemblée générale, c'est vrai, c'est l'un des rendez-vous les plus importants de l'agenda international, c'est l'un des 6 organes principaux de l'ONU, mais il y a beaucoup de critiques autour de la tenue de cette Assemblée générale, parce que déjà en 1965 il y a un général de Gaulle qui considère que c'est un creuset où il se passe des échanges tumultueux, scandaleux, et qu'il est impossible de faire des débats objectifs. Et tout récemment il y a Donald Trump aussi qui trouve que c'est un lieu où on peut venir papoter et prendre du bon temps, faire des discours comme actuellement ça se déroule. Hier il y en a eu, aujourd'hui il y en aura encore. Hier il y a eu des offensives croisées, parce que Donald Trump trouve que quand il est monté à la tribune, il a lancé des offensives contre l'Iran, contre la Chine, et quand Erdogan de la Turquie aussi est arrivé, d'une manière ou d'une autre, il a répondu à Donald Trump. Donc au bout du rouleau, qu'est-ce qu'on retient? C'est ça le plus important. Mais n'oubliez pas qu'il y a un aspect aussi positif de la chose, parce que l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, c'est là où on discute de l'avenir du monde et des projets de développement, des questions internationales, et c'est là qu'on a décidé, par exemple, on a défini les grands axes de l'OMD, c'est là qu'on a défini les grands axes des objectifs de développement durable, mais il faut retenir que les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas contraignantes comme les décisions du Conseil de sécurité. Moi, ce qui m'intéresse le plus ici, est-ce que finalement ça a donné quelque chose avant que les OMD au bilan, ça n'a pas donné grand-chose. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que, par rapport à la participation du Togo, c'est que le Togo a l'opportunité de vendre son PND. Il y a eu le lundi le président de la République qui a participé à un sommet très important des Future African Forum, une initiative de Dangote, Mo Ibrahim et puis Bill Gates, où le secteur privé américain s'est réuni autour des opportunités africaines, et ça permet d'avoir une vue beaucoup plus grande sur les opportunités d'investissement en Afrique. Et c'est là que notre pays, le Togo, a brillé par une présentation du PND aux investisseurs. C'est ça le plus important pour moi. Bon, parce que au-delà de tous les débats qui sont faits à la tribune de l'Assemblée générale, et c'est vrai, tous les pays ont le même temps d'intervention, parce que là-bas il y a une certaine règle d'égalité, d'équité qui est respectée. Oui. Il n'y a pas de grands pays, il n'y a pas de petits pays là-bas, c'est ce qui est bien. Donc ça donne l'opportunité aux petits pays de rencontrer dans les coulisses les grands pays, de discuter, des projets bilatéraux et d'amener les investisseurs vers des grands pays vers les petits pays. C'est ça le plus important. Sinon le reste des discours. Je ne sais pas si M. Gérard, combien de mots a placé sur ce sommet-là, avant de donner la parole à Mme Balakende. Ce n'est pas grand-chose. Toutes les décisions qui sont prises ne sont jamais mises à l'application. Donc je me dis que c'est du folklore. On a autre chose à faire. L'histoire de PND, tout ça, la question n'a pas eu comme programme au Togo ici. Ça a donné quoi? Ça n'a pas changé le quotidien togolais. Ça va changer. On va prier que ça change. Okay. Bien, on revient donc à Mme Balakende pour lui poser quelques questions. D'abord, je voudrais savoir comment se passe les vacances à Lomé. C'est bon? Je regrette par rapport à Beyrouth. Non, c'est pas la même chose quand même. Alors, quelle est la ville la plus attrayante? Bon, je suis togolais, je préfère mon pays quand même. Hein? Vous savez que là-bas c'est bon quand même. Ah oui. D'accord. Bien, alors, je rappelle que plusieurs fois, dans certaines de nos éditions du journal, on vous a eu en direct, vous nous avez parlé des conditions de vie et de travail des filles togolaises là-bas. Mais dites-nous encore une fois, que font concrètement les Togolaises lorsqu'elles vont au Liban? Bon, je peux dire, on fait tout travail, hein. Tout travail qu'on fait dans des autres pays. Mais seulement nous les femmes, on est basé sur le ménage.
Et on fait surtout nos travail. Par exemple, je suis coiffeuse, je fais mon travail. Ceux qui sont des couturiers, ils font aussi leur travail. Les hommes qui ont fait génie civil, les cuisiniers, les imprimeurs, tout. Il y a tout quand même. Oui. D'accord. Alors, il semble que des conditions de vie là-bas sont difficiles. On va encore une fois en parler. Parce qu'il y a des informations qui arrivent et il ne va pas me démentir. Lorsque nous recevons ces informations à travers les réseaux sociaux, on a peur de nos sœurs qui sont là-bas. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est ce que j'avais dit la fois dernière. Même ici au Togo, pour gagner, il faut travailler dur. Je ne peux pas dire le travail n'est pas difficile, c'est très difficile, surtout si on n'est pas adapté. C'est ce que j'avais donné l'exemple. Par exemple, une fille qui est née à Palimé, en Hôtel, qui n'est jamais venue même à Lomé, c'est à cause de passeport, elle est venue après, elle a voyagé. Au début, c'est vraiment dur, le début quand même, c'est très dur. Mais une fois adapté, surtout l'intention qui nous pousse à voyager, c'est ça qui nous encourage à aller de l'avant. Lorsque vous poursuivez des objectifs. Oui, parce que dès que vous arrivez, même les Libanais même ne connaissent pas leur manger, ils ne savent pas préparer. Ils cherchent des livres parce que c'est toi qui vas les préparer, à apprendre dedans, même le ménage, tout ça prend. Donc il faut adapter, il faut avoir le courage, il faut penser à la fin du mois qu'on doit te payer, quoi. Donc je ne peux pas dire c'est facile. Yves, si vous avez une question. Oui, mais ces derniers temps, c'est vrai que, comme tu l'as dit par les réseaux sociaux, et on a eu des informations très 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 inquiétantes. Il y a des Togolaises qui sont chosifiées et traitées dans des conditions... Oui, très indécentes. Qui travaillent dans des conditions indécentes. Et aujourd'hui, c'est vrai, ces derniers temps, on n'a plus régulièrement des informations aussi alarmantes. Alors. Comment ça se passe? Au niveau du manger, je ne peux pas dire. Le travail fait que quand toi-même tu te réveilles, tu commences, tu oublies de manger. Et c'est le travail qui fait. Et à des fois, toi-même, tu veux vite finir avant que ta madame ne rentre, ou bien ton patron ne rentre. Et il y a dans des maisons vraiment, comme ici, il y a nos sœurs qui font bonheur chez nos sœurs togolais même. À peine on les donne à manger. Il y a tout ça dans tous les pays. Mais il y a des Libanais aussi qui sont gentils, qui s'occupent de notre manger, qui sait que si tu n'as pas de force, tu ne peux pas travailler. Il y a ceux aussi qui s'en foutent. Eux, ils veillent seulement pour que tu travailles pour eux, tu fais leur travail. Donc, on vit dans la grâce de Dieu au Liban. C'est ce que je peux dire. Vous êtes coiffeuse, vous évoluez en autonomie, ou bien vous travaillez sous quelqu'un, ou bien vous avez ouvert votre atelier? Non, depuis 4 ans, j'ai travaillé sous contrat. Et ça fait 4 mois que j'ai pu avoir la liberté de vous êtes installé maintenant. Vous exercez maintenant mon activité. Oui. Et je veux encore travailler dans le ménage encore. D'accord. Bon, peut-être que vous avez tous les secrets. Mais il semble qu'il y a des démarcheurs pour le départ des filles. Comment cela fonctionne? Oui. Sans démarcheur, tu ne peux pas arriver au Liban. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est le démarcheur qui prend ton passeport pour envoyer au bureau. Il y a des démarcheurs au Togo, démarcheurs au Liban. Et les deux sont en contact. Et c'est eux qui travaillent, surtout celui qui est au Liban, qui travaille avec le bureau du Liban. Et le problème qu'on rencontre très facile, qu'on oublie vite, les démarcheurs là, dès qu'il t'amène, lui, il prend son 2 mois de salaire, il t'oublie carrément. C'est-à-dire que lorsqu'il t'envoie au Liban, toi tu vas lui payer 2 mois de salaire. 2 mois de salaire. Comme commission. Oui. Plus ça, s'il t'a prêté de l'argent pour faire ton passeport, vous lui payez aussi. Tu lui payes. Si c'est lui qui te paye le déplacement, parce que maintenant on passe Nigeria, Burkina, Bénin, Ghana, si c'est lui qui t'a prêté tout cet argent, tu vas ajouter aux 2 mois de salaire. Il y a des cousins-cousines qui font aussi, tu les payes 1 mois de salaire. Donc, plus ça, tu vas la payer. Dès que tu lui payes, toi, tu as un problème, il s'en fout. Et c'est nous qui sommes là-bas, qui ramassent les pots cassés. Donc, quand vous avez un problème, vous ne pouvez pas le contacter pour dire, voilà le problème que j'ai. Oui, il y a des fois, le numéro même ne fonctionne plus. Même quand tu l'appelles, il ne va pas décrocher, mais c'est lui seul qui peut discuter avec le bureau pour qu'on puisse trouver une solution à ton problème, quoi. Donc, il y a des gens qui sont les démarcheurs qui font bien leur travail, qui veillent au bien-être des sœurs là-bas. Il y a certaines, eux, leur problème, c'est leur argent. Dès que tu les payes, c'est fini. Alors, ces gens-là,
je leur demande que c'est pas tous ceux qui briquent de l'or. Ils n'ont qu'à veiller à la santé des sœurs là-bas. Et surtout les parents. Dès que ou bien une personne vient devant toi pour amener ta fille au Liban, il faut avoir le vrai d'identité de la personne, avoir son vrai nom et connaître sa maison. Nos mamans ne savent rien de ça. Même les filles même ne connaissent même pas la maison des faits des macheurs. Donc, du coup, quand le problème vient, l'association là-bas, moi je suis présidente des ressortissants de la COSA. On cherche à trouver le contact de ceux qui les a amenés, on ne trouve même pas. Tu vas faire fatiguer. Mais c'est lui seul qui a travaillé avec le bureau. Déjà le bureau aussi lui a payé 2 mois de salaire plus toi ton 2 mois de salaire. Ah oui, ça fait à peine $800 en même temps. Il y a des fois $600. Donc du coup on oublie, ils oublient les sœurs là. Non, c'est ça le problème. Donc j'ai fait un appel aux parents. Aller au Liban, je ne peux pas dire c'est pas bon. Parce que moi-même, je vais y retourner. J'allais vous demander si vous conseillez aujourd'hui. Oui, je conseille parce que sur 80% Togolais qui sont au Liban ont pu construire ici au Togo. C'est nous qui s'occupent de nos parents, de nos enfants. L'école, l'étude de nos soeurs, nos frères ici, les charges nous reviennent quand même. Donc, seulement, il faut prier Dieu de t'amener dans une bonne famille. Et toi-même, c'est l'idée à laquelle tu voyages qui est l'essentiel. Vous avez parlé de l'investissement que vous faites ici. On assiste parfois à des plaintes, des filles qui envoient peut-être de l'argent à quelques pays pour des réalisations et à son compte justement, et peut-être l'achat d'un terrain, je ne sais pas, investi quelque part, mais après les sous sont détournés. Est-ce que cette situation, comment vous gérez cette situation? Ça, mon frère, vraiment, le problème vient de là. Surtout les petits amis, les petits copains de nos soeurs qui quittent le Togo. Moi, je ferme beaucoup de personnes au niveau de l'adjudant Jérémy. Et je te salue. Au niveau du commissariat central. Donc, quelqu'un blague, on l'enferme. Moi, je l'enferme. Donc, c'est ce problème, il faut que les parents aillent déposer plainte. Il faut que les parents, je parle des parents, des fois les parents même bouffent. Il y a une soeur qui a travaillé 4 ans au Liban et a envoyé l'argent à sa maman de l'acheter de terrain. Elle a bouffé tout l'argent. La fille ne voulait pas revenir, mais à l'heure actuelle, je vous parle, elle est retournée au Liban pour travailler. Nos propres parents même le font. Bouffé ses sous. Elle a bouffé. Maintenant, dans ce cas, que faire? Devant qui il faut si c'est en famille, vous allez quitter pour venir poser la plainte, ou il y a quelqu'un qui va vous le faire? Si c'est un ami ou bien quelqu'un comme ça qui a bouffé ton argent et toi tu es là-bas, c'est à tes parents ici d'aller déposer plainte. Et c'est ça je dis, s'ils me contactent, je peux les aider. Au commissariat central, gendarmerie nationale, 9e arrondissement à Didogomé, pour déposer plainte. Même à tout moment que les enfants voyagent après, ils n'ont plus de traces de ceux qui ont traité le dossier de leur fille pour voyager au Liban. Il faut vraiment qu'ils aillent déposer plainte. C'est la famille même qui doit aller déposer plainte et nous, on va les aider de loin. D'accord. Bien, comme je dis, on a beaucoup parlé de cette histoire sur nos antennes, mais je vais terminer par cette petite question. Si Yves n'a pas une autre question. On parle de viol là-bas. Est-ce que c'est qu'on viole nos soeurs qui vont, leur patron les viole? Est-ce que c'est vérifié? Affaire de viol, j'en ai parlé sur Radio Lomé la fois dernière. Moi, je peux dire ce problème, c'est archi faux. Parce que déjà, nous les Africains, nous formons même, ça tue déjà. Par rapport aux femmes des femmes libanais, Dieu nous a tout donné. Donc c'est ça j'avais dit. C'est vrai que les auditeurs ne voient pas, mais bon. C'est ça j'ai déjà dit que c'est à toi de voir l'intention ou bien la raison pour laquelle tu as voyagé. Vous voyez non? Et le respect de soi-même. Le respect et ta dignité. Oui, mais parfois, au Liban, on ne peut pas violer. Vous savez pourquoi? Même entre nous, même les Africains, les Togolais, on ne peut pas violer. Parce que si tu ne quittes pas venir chez moi, vous voyez, et dans les maisons, il y a caméra partout. Donc cette affaire n'est pas vérifiée. Ou soit c'est avec l'accord de la fille et son patron. Ça devait être un accord. Parce que jamais ça ne peut pas passer. Et n'oublions pas que la loi libanaise est contre la prostitution. Ce que les gens disent là, la loi libanaise, déjà une fille libanaise qui n'a pas 30 ans n'a pas droit au mariage. Ok. Oui. D'accord.
Ok, Yves, là vous terminez votre question. Oui, je voudrais demander si au Liban, il n'y a pas une représentation, jusqu'alors il n'y a pas une représentation nationale, une représentation du Togo là-bas, pour qu'en cas de problème vous puissiez adresser à cette bon, oui, ça fait 1 an. On a un nouveau consul, M. Elias Amar, que je salue fort avec sa secrétaire. Et il y a actuellement, on a un délégué du Togo, le vote qui était fait la fois dernière. Et notre délégué s'appelle Fernand Aglago à Ferrar, je te salue fort. Je suis avec lui dans une même maison avec sa femme au Liban. Et il y a une association Solidarité Togolaise au Liban, la STL, qui lutte aussi jour et nuit. La présidente s'appelle Klouga Gentil, je la salue. Et mon association Sentinelle de la Causa, les ressortissants de la Causa. Et ce groupe est créé parce que c'est les filles kabyères qui en ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Nous sommes des filles courageuses. On supporte beaucoup jusqu'à ce qu'on risque de perdre notre vie. C'est là que les gens voient qu'on a des problèmes. Nous sommes des plus courageux. On supporte nos contrats. On n'aime pas fuir. On aime être responsable. Donc c'est la raison pour laquelle on a pu créer ce groupe, pour qu'on puisse être unis et pouvoir nous aider entre nous-mêmes les filles kabyères. Et c'est pour cela j'encourage tous les membres du bureau de Sentinelle de la Causa Moyen-Orient. D'accord. Bon, là, on va vous laisser partir. Nous sommes encore là. Peut-être que vous êtes aussi encore là pour un petit moment. On aura toujours l'occasion, peut-être à la fin de votre départ, de revenir si on va parler. Ok, merci. Merci beaucoup. Laurent, on va permettre à Madame Blakindé de se retirer. Merci beaucoup d'être là. On a encore quelques minutes, quelques secondes pour aller à la demi-heure, mais je crois qu'on peut déjà commencer quelque chose. D'abord savoir, M. Gérard, comment se porte le Parti Les Démocrates? Le parti politique Les Démocrates se porte à merveille. Oui. Vous venez de sortir de l'Assemblée générale, le congrès, dernier, oui. Le 31 août. Donc, ce congrès a renouvelé les instances et nous pourrons dire que c'est un nouveau départ qui nous envoie toujours à mettre en priorité notre combat, celui d'ouvrir, d'apporter notre petite pierre pour que le Togo puisse connaître l'alternance. Est-ce que la sérénité est revenue après la tempête au sein du Parti Les Démocrates? De toutes les manières, il faut reconnaître que la décision d'un congrès, n'est-ce pas, un congrès déjà qui est souverain. On va vous interrompre, on revient tout à l'heure, c'est pour quelques secondes seulement. Je vous demandais si la sérénité est revenue après tout ce qu'il y a eu comme problème au sein du parti. Les décisions, soit d'un congrès qui est souverain, ne peuvent qu'être applicables à tous, et je crois qu'aujourd'hui, avec le nouveau bureau, ce problème-là est derrière nous. D'ailleurs, quand on va dans le vrai développement de la situation, vous comprendrez aisément que il n'y a même pas à s'affoler ou à se dire qu'il y a une situation compliquée qui nous met en mal au parti politique Les Démocrates. Mais ceux qui, entre griffes, parce que moi je n'ai pas vraiment compris le problème, ceux qui sont considérés comme ayant créé ces difficultés ne sont plus avec vous? Non, ils ne sont plus avec nous. Le Congrès a souverainement décidé de les exclure. Puisque quand l'incident avait éclaté, il faut reconnaître que les fédérations s'étaient prononcées, demandant qu'ils soient immédiatement exclus. Mais nous sommes dit en ce temps que non, que c'est seul le Congrès qui est habilité à le faire. Donc nous avons attendu et voilà, nous sommes allés au Congrès et le Congrès a pris, n'est-ce pas, ces décisions. Il faut reconnaître aussi que quand la situation a éclaté, nous avons pris soin quand même de les assigner en justice. Parce qu'il y a cet aspect-là que les gens n'ont pas réellement saisi, ils ne comprennent pas pourquoi l'affaire est en cours et qu'après on a eu à tenir un congrès. Je vais être clair. C'est parce que des gens, nonobstant les tests, ont posé un acte. Nous les avons assignés pour que la justice puisse trancher du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'appelle incident, faux incident au civil.
pour un incident au civil, parce que quand ils posaient l'acte, ils avaient brandi, n'est-ce pas, des tests, ils ont eu à sortir, n'est-ce pas, des déclarations. Nous avons saisi la justice, et quand on a commis un huissier, pour que nous puissions, n'est-ce pas, voir clair dans ce qu'il y a, afin de poursuivre la procédure, on a compris à un moment donné qu'ils voulaient jouer au dilatoire. Le problème qui s'est posé, c'est que le huissier avait à leur poser une question qu'on qualifie de question totale. C'est une réponse par oui ou par non. C'est que nous demandions que le document qu'ils ont produit, est-ce que ce document-là est recevable à la justice? Est-ce qu'ils veulent qu'on l'utilise à la justice? Parce que nous contestons cela. C'est là où nous irons en procédure pénale. Donc, ils ont refusé de comparer, bloquant la procédure. Donc, pour nous... Donc, jusqu'alors, l'affaire est restée comme ça. C'est eux qui refusent de comparaître. Ils ont bloqué la procédure, ils refusent de répondre, n'est-ce pas, aux appels de l'huissier. Et nous avons trouvé qu'un parti politique ne pouvait pas rester comme ça. Du moment où nous avons aussi de grands échéances devant nous, il va falloir que ce parti-là puisse évoluer. Et ce qui est très... comment on dit, que les gens doivent noter clairement, qu'un congrès, c'est un congrès qui règle tous ces problèmes. Nous avons eu à tenir un congrès et c'est fini. Il faudrait aussi que les gens comprennent que quelqu'un qui se réclame d'un parti politique, qui va postuler pour un autre parti politique, cela s'apparente à ce qu'on appelle une démission de fait. Donc ces gens-là ne sont plus habilités à parler au nom du parti politique, les démocrates. D'accord. Bon, Yves, si vous avez une question, mais on va laisser carrément cette division-là, qu'on va dire, c'est derrière, depuis la tenue du Congrès. Une question, le Congrès au secrétaire général. Oui. Le Congrès souverain, bon, aujourd'hui, il faut savoir que ces guerres intestines qui déchirent les démocrates, le parti Les Démocrates, ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est-à-dire qu'un parti politique, à un moment donné, peut traverser des soubresauts, peut traverser des zones de turbulence. L'essentiel, c'est qu'il y ait des tests qui puissent régler le problème définitivement. Et les démocrates sont régis par des tests, et c'est sur la base de ces tests qu'ils ont convoqué un congrès. Le congrès est souverain, donc nous voulons bien espérer que le congrès a définitivement résolu le problème et que demain, aucun individu ne va plus engager une procédure judiciaire, parce que de toute façon, on n'en a plus besoin, parce que il y a des échéances beaucoup plus importantes qui attendent. Le développement du pays. C'est ça, donc ces guerres n'apportent rien à l'évolution des choses. Alors, quelles sont les missions assignées au nouveau bureau désormais? Le nouveau bureau, désormais, comme je l'ai dit tantôt, c'est essayer quand même de poursuivre ce travail d'éveil de conscience. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que nous avons un problème au Togo. Le problème au Togo, c'est que les Togolais, à un moment donné, ne se sentent plus concernés par la chose, on pourrait dire, la cause nationale. Ils sont un petit peu découragés, pour la simple raison que des gens qui doivent pouvoir porter leurs aspirations ne font pas ce que nous pourrons appeler le politiquement correct. Et que des gens de l'Assemblée générale, ils sont là à tourner au gré du vent comme des girouettes, et ça ne peut pas encourager nos populations à aller de l'avant. Nous parlions la fois dernière des locales. Ces locales ont démontré réellement que le Togo n'a plus d'âme. C'est l'achat de conscience de la tête jusqu'aux pieds. On va à des élections où des scores sont attribués à volonté, et à travers ces scores-là, comment est-ce que quelqu'un peut se juger de son Qui pouvoir? attribue les scores, monsieur Gérard? On sait qu'il y a une CENI qui est là. Est-ce que c'est la CENI qui attribue, ou bien qui attribue ces scores? Tout ce que nous connaissons est un passé récent qui nous démontre à suffisance que il y a des résultats qui tombent du ciel, et que la CENI est là pour proclamer. Des gens étaient à la CENI, ils ont vu. Donc, ce qui s'est passé. C'est comme s'il n'y a pas eu vote, c'est comme les citoyens ne sont pas allés accomplir leur devoir civique. À la fin, on a vu les chiffres qui sont descendus. C'est ça même le drame
on chosifie la chose. Il faudrait qu'on permette aux Togolais réellement de s'exprimer. Ce n'est pas le cas. Vous voyez même le fichier qu'on a actuellement. Quand on refuse d'enrôler même des gens, sous peut-être que ces gens-là pouvaient voter pour une classe... vous rappelez que l'opposition a même refusé à ces militants d'aller se faire recenser. Ce n'est pas une question de refuser d'aller se faire recenser. Est-ce que la chose se fait dans les normes? Pour que nous ayons un fichier clair, nous avions demandé qu'on puisse quand même aller vers l'établissement de la carte d'identité nationale à tous les Togolais. Et là, ça permettra de constituer un bon fichier. Sur la base, n'est-ce pas, que des témoignages, on enrôle des gens. Et surtout, si l'enrôlement doit être effectué, que ça se fasse simultanément sur tout le territoire togolais. Il ne faudrait pas qu'on prenne des zones et quand on sait qu'il y a des difficultés, on essaie de combler et tout ça, toutes ces disparités, toutes ces anomalies, il faudrait qu'on les corrige une fois pour toutes. Et c'est votre mission désormais. Hein? C'est notre mission. Si vous avez une question, nous allons nous appeler. Non, moi je crois qu'il faut sortir de ces discours accusateurs qui ne se posent sur aucun fondement, qui ne se posent sur aucune preuve, dire que les résultats des municipales ont été attribués. Et ce genre de discours, c'est le propre de l'opposition togolaise depuis Bellel-Lurette. À chaque sortie d'élection, après défaite, on dit que on nous a volé, mais on n'est pas capable de prouver scientifiquement que il y a eu fraude, il y a eu vol. Et dans les élections dernières, c'est que il y a eu dans la commune sur 4 des preuves qu'il y a eu, qu'il y a eu des fraudes ou des irrégularités et les votes ont été annulés là-bas, l'élection a été reprise. Ça, c'est avec des preuves concrètes qu'on peut démontrer que effectivement dans telle commune, dans telle circonscription, il y a eu des fraudes, il y a eu des irrégularités. Mais parler en l'air comme ça, qu'il y a eu des fraudes, que les sièges ont été attribués, je crois que ce sont des allégations et très graves et il faut sortir, parce que c'est un aveu de faiblesse pour l'opposition à chaque fois de toujours fonder son discours de défaite sur les accusations aussi graves et qu'on ne peut pas prouver. Il faut sortir de ça. C'est votre position, hein. Mais monsieur, que je ne vais jamais partager. Parce que nous sommes des Togolais. Monsieur Yves Gallet sait très bien ce qui se passe au Togo. Si des élections transparentes sont organisées, je ne vois pas pourquoi on amènerait des militaires cagoulés pour venir quand on veut proclamer des résultats. L'aspect sécurité. Vous pensez que la force qui est là ne peut pas assurer la sécurité et que quand on veut proclamer des résultats, si on sait que honnêtement ce qu'on va proclamer c'est c'est l'expression que le peuple a, n'est-ce pas, donné, on va aller mettre des gens cagoulés pour venir assurer c'est où, à la CENI? Quand on voit dans ce pays des gens transportant des urnes, vous allez me parler de quoi? C'est l'histoire, ça. C'est l'histoire, donc il faudrait qu'on se batte sur l'histoire pour construire l'avenir. D'accord. On croyait que le Congrès devrait investir comme candidat du parti pour la présidentielle 2020, M. Nicodème Habia. Est-ce qu'il n'est pas intéressé nous, on croyait que c'est ça qui devait être fait le jour là, le 31. Pour histoire d'élection, et ce n'est pas une question d'être candidat ou pas. Ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait l'alternance. Donc tout candidat qui incarne cela, qui pourrait quand même, n'est-ce pas, une fois que le vote est exprimé, arracher sa victoire, le parti politique, les démocrates, le soutiendrait sans problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est voir dans quelles conditions ces élections sont organisées. Et ces conditions sont acceptables, là on pourrait parler maintenant de candidature. Mais aussi longtemps que nous irons encore avec des élections qu'on peut qualifier de gagner d'avance, nous allons jamais nous y impliquer. Ce que nous disons, c'est que la masse, n'est-ce pas, soit conscientisée. La masse est conscientisée et que nous sachions que réellement, quand on va exprimer un vote, ce vote-là doit être comptabilisé pour nous. Ce ne sont pas, n'est-ce pas,
des élections organisées dans des conditions pareilles qu'on va courir pour y aller. Mais de grâce, un parti politique, n'est-ce pas, doit pouvoir juger aussi sa force sur le terrain par des élections. Justement. Donc que des gens ne disent pas que parce que vous vous cachez derrière quelque chose pour... On ne se cache derrière quoi que ce soit. Ouais. Notre problème, c'est d'amener les gens à se dire que après le pouvoir, il y a une vie. Donc, il ne faut pas obstinément chercher à s'accrocher au pouvoir et à vouloir biaiser, n'est-ce pas, les règles de jeu. Et ce chantier-là, comment le gérez-vous? Ou c'est juste des proclamations? Les proclamations, nous ne faisons pas d'incantation au parti politique, les démocrates. Le jour où nous disons nous ferons ceci, nous le ferons. Et ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, le Togolais doit le comprendre clairement. Il ne faudrait plus qu'on prenne la politique comme un truc d'antagonisme, que des gens se voient en ennemis. Nous voulons construire une société, une réelle société libre, une société prospère. Chacun doit apporter, n'est-ce pas, sa contribution. C'est à ça que nous parlons. Il faudrait d'abord que les Togolais vivent bien. Il faudrait que les Togolais, n'est-ce pas, se sentent à l'aise chez eux. J'avais les larmes aux yeux quand notre sœur du Liban parlait de leurs conditions. Vous pensez que si le Togo, avec les ressources que nous avons, on arrive à bien les gérer, on arrive à se comprendre, on arrive à s'accrocher à l'essentiel, on n'allait pas voir des gens aller mourir, n'est-ce pas, dans l'Atlantique et autres là, parce qu'ils veulent aller voir les Dorado ailleurs. Donc c'est ce que nous disons. Et il faudrait que nous puissions maintenant nous dire que le problème des Togolais, ce n'est pas une question de parti politique. C'est d'abord construire une démocratie qui permettrait, n'est-ce pas, un mieux vivre. Alors, les démocrates sont-ils... est-ce que vous n'êtes donc pas dans la logique actuellement où, dans vos rangs, je veux parler de l'opposition, on parle de candidature unique ou non pour la présidentielle 2020, ça ne vous intéresse pas au parti des démocrates? Parler de candidature aujourd'hui, quand on sait les conditions qu'il y a, je crois que c'est un faux problème. Donc pour vous, il doit pas avoir l'élection actuellement, quoi. Si on doit prendre le temps nécessaire de tout régler, afin que les conditions soient acceptables par tous, nous sommes d'accord. Mais c'est un combat qu'on doit pouvoir mener. Vous savez, le politique togolais, à un moment donné, ne s'affiche pas crédible. C'est ce que nous pensons au parti politique et démocrate. Nous voulons d'abord ramener cette crédibilité aux politiques togolais afin que partout où ils passent, quand ils parlent, que des gens puissent les accompagner. Il faut ce lobbying là diplomatique. Est-ce que nous le faisons? Je ne crois pas. Il ne faudrait pas qu'on s'égosille pour un petit truc, qu'on commence par se tirer dessus. Nous sommes appelés à aller, n'est-ce pas, ensemble, pour une dynamique unitaire. Nous l'avons proclamé depuis. On pourrait aller pour aller avoir les bonnes conditions, quitte à, après que des gens puissent jauger leur force et tout ça, mais mettre cela comme un pamphlet et dire que sans cela, on ne peut plus faire, n'est-ce pas, perdre du temps. On ne doit pas s'accrocher là-dessus. Alors Yves, comment trouvez-vous ce débat actuellement? Parce que c'est cela, hein, l'opposition, dans les rangs de l'opposition, certains disent, allons-y avec un candidat unique, d'autres disent, ce n'est pas ça qui résultera, en tout cas, qui amènera l'alternance en 2020. Non, ce débat, moi je pense que ça manque de pertinence et de rationalité parce que d'abord, quand on parle de candidature unique, il faut déjà imaginer les conditions ou le mécanisme par lequel on va dégager le candidat unique. Vous savez très bien que dans l'opposition, il y a des antagonismes pas possibles. Il y a des divisions très fortes. Et pour arriver à dégager un candidat unique, je me demande si c'est encore par un regroupement de partis politiques tel que cela a été fait, par exemple en 2015 avec CAP 2015, ou si c'est à l'issue d'un conclave qui va réunir autour de la même table plusieurs acteurs politiques pour dégager un candidat unique. Je me pose la question, s'il s'agit d'un regroupement de partis politiques, comment cela va se passer? S'il s'agit d'un conclave, qui seront autour de la table? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez réunir encore autour d'une même table Gilles Christ Olympio Fabre, et Gilles Christ Fabre et Thierry Taman et autres? Et ce n'est pas évident. Donc c'est inimaginable. Déjà que Thierry Taman, lui, il est déjà positionné comme candidat et qui a été investi par son parti. Donc ce n'est pas imaginable que d'un jour à l'autre, au nom d'une candidature
candidature unique que Chiritama fasse un sacrifice pour rallier ce mouvement. Ce n'est pas évident. Bon, maintenant, pour être objectif, vous savez, prenons par exemple les résultats des dernières élections présidentielles. Si vous prenez 2010 et 2015, le principal challenger de Faure Gnassingbé aujourd'hui, en toute objectivité, c'est Jean-Pierre Fabre. Oui. Nous rappelons juste les résultats des élections présidentielles de 2010. Vous prenez le RPT et Faure Gnassingbé plus de 60%, Fabre se positionne directement derrière 33%, et vous avez Agboibo qui est à 3%. Agboibo vient 0,9% et Johnson et Adjamago et Brigitte à 0,7%, et Bassavi Kagbara à 0,4%, Nicolas Lawson 0,3%. Vous prenez les élections présidentielles de 2015, vous avez Faure Gnassingbé à plus de 58%, et Fabre avec CAP 2015 qui vient à 35%, et Aimé Gogué en troisième position avec 4%. Et Jerry Tama vient et avec 1%, et Maître Tchassona avec 0,90%. Mémoire fraîche. Donc quand vous voyez tout ça là, vous vous rendez compte que le principal challenger aujourd'hui c'est Jean-Pierre Fabre. Alors est-ce que vous pouvez engager une initiative de candidature unique en se passant de Jean-Pierre Fabre par exemple? Ce n'est pas évident. Or, aujourd'hui, dans la majorité des cas, on ne peut pas penser que tous les acteurs politiques aujourd'hui daignent accepter que Jean-Pierre Fabre soit le candidat unique de l'opposition. Ce n'est pas évident. Non, on entend déjà dire ça ailleurs. Oui. Bon, il a déjà tenté, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Il faut quelqu'un d'autre. Il y a Dr Kouissan de Santé du Peuple qui a même déjà proposé que le candidat unique soit un personnage apolitique. Si vous mettez tout cela à bout en bout, c'est évident que candidature unique, franchement, c'est un débat stérile comme l'a dit. D'accord. Ce qui a retenu un mot rationnel. Oui. Au fait, quand les conditions seront réunies et qu'il faudra, n'est-ce pas, prendre ou bien soutenir un candidat, parce que les conditions doivent être d'abord réunies avant qu'on ne parle d'élection. Et quand on parlera, n'est-ce pas. Pour vous, ce n'est pas encore cela. Ce n'est pas encore cela. Et quand on parlera d'élection, il faudrait que des gens puissent être honnêtes et qu'on puisse, n'est-ce pas, accompagner celui qui a déjà fait ses preuves. La raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié son mot rationnel. D'accord. Comment trouvez-vous, peut-être cette question avec vous, la façon dont l'opposition, en tout cas les leaders se sont tirés dessus lorsqu'il s'est agi des élections, en tout cas au lendemain des élections des maires dans les communes? Oh, se tirer dessus. Je vais être, n'est-ce pas, franc avec vous. Oui. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. La mère de tous les vices. Si c'est que le pays était engagé dans une action, je crois que les gens n'auraient pas le temps d'aller, n'est-ce pas, à ce que moi je qualifie de commérage. On ne se tire pas dessus, il faudrait qu'on comprenne, qu'on le veuille ou non, nous avons un destin commun. Si réellement nous voulons mener un combat pour l'alternance, et que si c'est ce que nous tous nous avons comme objectif, ce truc-là c'est secondaire, mais c'est parce que nous n'engageons pas, n'est-ce pas, les vrais débats, c'est parce que nous n'engageons pas, n'est-ce pas, les vraies actions, que vraiment, puisqu'on est libre, on trouve quelque chose à faire. Donc, il faudrait que ce truc-là soit tué une fois pour de bon. J'aimerais aussi quand même, je sais que c'est tombé que comme on dit, un pavé dans la main. Mais que les journalistes n'amplifient pas trop ces histoires, parce que c'est secondaire. Ce n'est pas ce à quoi nous voulons aller. Honnêtement et conscientement, les politiques savent qu'ils doivent pouvoir s'accorder pour aller de l'avant. Nous devons créer le rapport de force, et c'est qu'en étant ensemble que nous allons la créer. La raison pour laquelle, quand on parle d'utilisation aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, avoir cerné les contours et avoir quelque chose de potable et y aller, je crois que c'est dans ça que nous devons nous inscrire. Donc, de grâce,
il n'y a rien. C'est parce qu'en ce temps-là, on n'avait trouvé rien à faire. Maintenant, devant nous, le combat pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir les conditions les meilleures. Vous avez interpellé les journalistes. Je rappelle que nous, très souvent, nous attirons aussi l'attention des uns des autres. Vous amplifiez trop, parce que votre mission aussi, votre mission aussi. Mais après, ça arrive. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Yves? Ici, mais les gens vous disent que non, que vous êtes acheté. C'est de former. Mais après, c'est d'informer. Mais si vous savez qu'en amplifiant, ça va causer encore des dégâts, de grâce. D'accord. Ouais, si vous trouvez que nous amplifions, bon, on vous conseille cela. Les journalistes ont crié dans ce pays pour vous avertir, pour vous alerter que boycotter les législatives passées, c'était une grave erreur. Mais juste après les législatives, vous-même, vous êtes monté au créneau, l'opposition dans sa majorité, vous avez reconnu que c'était une grave erreur. Aujourd'hui, vous qui avez boycotté les législatives, vous participez avec empressement aux élections municipales, vous devenez maire aujourd'hui. Les démocrates n'ont pas été. Les démocrates n'étaient pas. Bon, maintenant, le Parlement que vous avez boycotté, c'est ce Parlement-là qui va édicter des lois qui vont régir maintenant le fonctionnement des communes. Vous voyez justement, parlant des communes, il y a un débat qui fait cours depuis, on va terminer par ça, je voudrais avoir votre avis dessus. Un débat qui fait cours depuis quelques jours. Certains Togolais se demandent si dans les bureaux des maires de l'opposition on trouvera les photos du président de la République, Faure Gnassingbé. Je ne sais pas. Comment vous trouvez ce débat, Yves? Oui, non, moi je trouve que c'est un débat qu'on politise de trop. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun test qui recommande, qui impose. Oui. C'est-à-dire les maires n'ont aucune obligation à afficher dans les bureaux de la mairie le portrait. C'est vrai que dans les bureaux administratifs, il y en a, mais est-ce qu'il y a un test qui exige cela? Il n'existe pas de test. Voilà. En vérité, afficher le portrait officiel du président de la République émane d'une coutume qui repose sur une tradition républicaine. Mais cela ne s'impose pas de facto à tous les maires, parce que il n'y a pas de sanction administrative ou pénale qui est liée au non-affichage du portrait officiel du président de la République dans les mairies. Donc c'est un débat. Même on va dire dans le bureau administratif. Oui, qu'on politise de trop. Même en France, ce n'est pas obligé que le maire puisse afficher le portrait du président de la République dans les locaux de la mairie. C'est une tradition qui nous vient effectivement de la France depuis la Troisième République en France. Elle a été initiée par le président Adolphe Thiès. Mais aujourd'hui, ceux de qui nous avons hérité cette tradition n'imposent pas l'affichage du portrait officiel du président de la République dans les mairies. Donc c'est un débat aussi stérile. Oui, stérile. Non, il faut on va terminer avec vous. Une conclusion avant de partir. J'aimerais dire tout tantôt, quand notre confrère Yves parlait de l'alerte, à chaque fois quand il tirait sur la sonnette d'alarme pour avertir l'opposition de ci et de ça, j'aimerais seulement dire à l'opinion que l'opposition togolaise, peut-être celle qui est constante, n'est-ce pas, dans ses actions, ne commettra plus les mêmes erreurs. C'est une question de constance. Actuellement, les Togolais te disent on voudrait bien voir avant de croire. Je suis sûr. Quelqu'un quelque part en train de dire ça. Quelqu'un est en train de dire qu'il est Saint Thomas, parce qu'il en a tellement vu ce que nous le concédons volontiers. D'accord. Le chemin a été trop long. Il ne faudrait plus qu'on remette, n'est-ce pas, à demain cette action que nous devons mener pour pouvoir redonner la dignité au peuple togolais. D'accord. Nous n'allons pas nous verser dans des incantations, mais nous appelons tout un chacun à faire un examen de conscience pour que nous puissions prendre la mesure, ce qui est la meilleure pour tous les Togolais. Merci beaucoup, M. Girard Akoumé, secrétaire général et porte-parole du Parti Les Démocrates. Merci également à Yves Gallet, directeur de publication du journal Symphonie. Merci d'être venu, Yves. Voilà, on va se retrouver. Un grand plaisir. Voilà, on va se retrouver très 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 bientôt. Mesdames, Messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Laurent Lorenzo était à la mise en onde. Mathieu Mouzo à la présentation. C'est Luc de point de vue de ce jour. Au revoir.